Bonjour chers amis, chers camarades, très heureux de vous retrouver pour cette petite séance de vœux à nouveau virtuels malheureusement. J'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on puisse réorganiser des vœux présentiels, qu'on puisse se retrouver. La dernière fois qu'on a pu se voir physiquement, c'était en septembre, c'était nos journées éco-socialistes à Mons. Vous étiez des centaines de militants à avoir participé au débat. C'était aussi un moment de retrouvailles, c'était un moment de convivialité, ça a fait beaucoup de bien. Et j'espérais que ici, eh bien, on puisse à nouveau réorganiser une grande fête conviviale, fraternelle, comme on a l'habitude de les faire entre nous en ce début d'année. Mais malheureusement, les règles sont ce qu'elles sont et ça n'est toujours pas possible. Et donc, on se retrouve grâce au miracle de la technique à travers ce rendez-vous virtuel. Alors, je me suis beaucoup creusé la tête en me disant, mais où est-ce qu'on peut organiser ces vœux, sous quelle forme? Et puis, en discutant avec quelques camarades, on s'est dit, finalement, quand on regarde l'année 2021, qu'on fait un peu la rétrospective, qu'on voit aussi tous les grands défis qui nous attendent encore en 2022, l'un des défis majeurs, ça reste quand même, pour la Wallonie en particulier, la question des inondations. Ici, je suis à Limbourg, je suis au bord de la Vesdre. C'est une charmante commune qui est dirigée par une camarade, par Valérie Desjardins, qu'on va retrouver dans quelques instants. Et c'est une des communes qui a été les plus touchées, où heureusement, il n'y a eu aucune perte humaine, grâce à l'action notamment de la bourgmestre qui très tôt a fait évacuer. Mais vous allez le voir, il y a encore un travail colossal à faire dans cette commune. Et je trouvais vraiment très important qu'on puisse en reparler, qu'on n'oublie pas. C'était il y a 6 mois, très souvent on a tendance à tourner la page et à passer à autre chose. Or, eh bien, ici, vous le voyez un peu autour de moi, il y a encore beaucoup de logements vides, il y a encore beaucoup de logements à réparer, à rénover. Il y a encore, même à certains endroits, des logements qui vont devoir être démolis. Il y a encore énormément de travaux à faire aussi dans les bâtiments publics. Il y a un boulot colossal qui est abattu au quotidien, il faut le dire, par la bourgmestre, par ses équipes, comme dans toutes les autres communes qui ont été touchées, évidemment. Il y a un boulot énorme qui est fait par les ouvriers communaux, les employés, par l'administration wallonne. Il y a des bénévoles qui sont encore extrêmement actifs un petit peu partout. C'est vraiment à la fois une mobilisation absolue et un exemple de solidarité formidable. Et je trouvais important qu'on puisse en parler et parler aussi des enjeux de long terme qu'il y a derrière tout ça. Parce que si on a connu ici des inondations, c'est à cause des pluies extrêmement abondantes, comme on n'en avait plus connu depuis des décennies. Et ça, c'est évidemment lié au dérèglement climatique et à tous ces enjeux de l'écosocialisme dont on parle de plus en plus et qui est aussi un des défis qu'on doit pouvoir relever. Alors je vois juste là Valérie qui vient d'arriver. Valérie, la bourgmestre de Limbourg. Très heureux de te retrouver. Merci de nous accueillir dans ta belle commune. Je suis arrivé par là-haut, c'est vraiment magnifique. On est vraiment dans une région naturelle superbe. Et bon, ce n'est pas facile de savoir dans quelle commune on allait aller parce qu'on a d'autres camarades dans d'autres communes qui ont aussi été touchées. D'ailleurs, on va en retrouver deux tout à l'heure. Mais je trouvais qu'ici, il y avait vraiment... D'abord, c'est une des communes qui a été les plus durement touchées. Et puis en plus, toi, tu as été doublement touché en quelque sorte, puisqu'à la fois comme bourgmestre, tu es extrêmement mobilisé tous les jours pour essayer de redresser la commune et de la rendre, si on peut, encore plus belle qu'elle n'était déjà et faire qu'à quelque chose, malheur soit bon. Mais en plus, tu as été touché dans ta vie personnelle, dans ta vie de famille, dans ta vie de maman, puisque tu as aussi, toi, été inondé et que tu n'es toujours pas rentré non plus dans ta maison. Non. Et donc, ça veut dire que cette situation que vivent tes concitoyens, toi, tu la vis aussi dans ta vie personnelle et tu la comprends mieux que personne. Peut-être que, voilà, si tu peux nous en dire quelques mots, comment tu l'as vécu, comment tu le vis aujourd'hui. Donc, moi, j'habite dans le centre de Delay, donc automatiquement, tout le centre de Delay a été inondé puisque la Vesdre fait 2 méandres dans le centre et elle est sortie sur 200 mètres. Donc, voilà. La nuit des inondations, je l'ai plutôt bien vécu puisqu'on avait évacué, donc je savais ma famille en sécurité. Et donc, je tiens aussi à dire que dans ma cellule de crise, sur les 7 personnes présentes, chaque était aussi elle-même dans la zone, donc était inondée. Donc, l'importance de l'évacuation, ce jour-là, a permis de nous dire on peut travailler sereinement. Et puis maintenant, la situation est compliquée. Il faut trouver des compromis avec les assurances, ce qu'on vient de faire la semaine passée. Puis alors, il faut trouver des corps de métier qui vont réparer la maison. On est dans un petit appartement, on n'est pas chez soi, donc on a un peu des exilés climatiques. Voilà, des exilés climatiques. Et donc, c'est tout comme un stress en plus. Et puis alors, dès qu'il pleut, évidemment, c'est compliqué parce qu'on a ces images et surtout le résultat de ces pluies qui sont tombées entre 14 et le 15.
place, qui sont toujours en tête. Ouais, et donc c'est compliqué comme personne privée de façon personnelle, mais c'est aussi compliqué comme bourgmestre puisqu'il y a les deux à gérer. Tu peux peut-être nous montrer un peu, parce qu'ici on est en bord de Vesdre, on est dans un quartier de logements sociaux d'ailleurs. Très souvent, les quartiers populaires, ils sont en bord de rivière. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour nous, c'est un combat fondamental, c'est qu'on va traverser la Vesdre, on va en profiter, on voit que le pont n'a pas encore été complètement réparé d'ailleurs. Et donc là, on a des logements sociaux, je disais, très souvent en bord de rivière, c'est des quartiers populaires. Et donc c'est souvent justement les publics à plus grande difficulté sociale qui ont aussi été les premières victimes de ces inondations. C'est pour ça que la question écologique et la question sociale ici sont complètement indissociables. Et donc tu peux peut-être nous montrer un peu jusqu'où ça a été inondé, en haut du premier étage. Donc oui, jusqu'au premier étage. Donc il faut savoir que la Vesdre est à ce niveau aussi de façon normale. Et donc c'est monté de 8 à 9 mètres. Donc c'est assez important et ça s'est étendu sur plus de 200 mètres. Donc évidemment, il y a ces quartiers en bord de Vesdre qui ont été touchés, mais il y a aussi les quartiers parallèles qui ont été touchés. Oui, parce qu'on est dans une vallée encaissée, donc ça veut dire que quand l'eau monte, à un moment donné, elle est arrêtée par les vallées. Et alors avec les méandres, quand ça débordait évidemment d'un côté, ça redébordait de l'autre. Et donc c'est vraiment tout le centre de la commune. C'est plus d'un tiers des logements de la commune de la Bourg qui ont été sinistrés avec de l'eau jusqu'au moins 1,50 m dans le rez-de-chaussée. Donc, et donc tout le monde a été relogé. Tout le monde a été relogé. Ça, il faut quand même dire que Christophe Collignon, ses équipes ont fait un Collignon boulot a travaillé avec nous dès le lendemain des inondations et de façon personnelle. Donc je pense que c'est important de se sentir soutenu aussi par les autorités supérieures et par les ministres. Donc tout le monde a été relogé. On a quand même toujours aujourd'hui des problématiques de personnes qui voulaient rester dans leur maison mais qui se rendent compte qu'avec le froid, l'humidité, le fait que partout le chauffage n'est pas revenu, ne savent plus. Oui, ce n'est pas praticable. On a de l'eau qui arrive. Donc on a toujours des personnes à reloger quotidiennement, mais c'est vraiment, la plupart des habitants sont aujourd'hui relogés ailleurs dans des logements. Évidemment, on n'est pas chez soi et ça reste évidemment beaucoup plus compliqué à vivre. C'est ton cas aussi d'ailleurs, avec ta famille, tu es aussi dans un appartement, pas trop loin, tu es quand même encore dans ta commune. Je suis entre la commune et entre mon domicile, donc au niveau géographique c'est pratique. Maintenant avec deux ados, bien dans ta famille et chez toi, dans tes meubles, ce qui est bien compréhensible. Et donc, tout le monde est relogé, mais est-ce que tout le monde va pouvoir retourner dans sa maison ou est-ce qu'il y a des quartiers où on va bien être obligé de démolir parce que tout simplement, le risque que l'inondation revienne est trop grand? Donc, il y a des maisons qui ont été démolies soit par un arrêté ou soit par l'eau. Donc là, ces personnes-là ne veulent pas pour la plupart retourner chez elles. Donc, il y a la première question des personnes qui ne veulent pas retourner chez elles. Qu'est-ce qu'on fait avec le terrain? La deuxième chose, je pense qu'on va devoir quand même repenser la ville par rapport à ce réchauffement climatique, par rapport aux pluies qui tombent quand même de plus en plus souvent. Donc là, il va y avoir des études à faire, notamment ici dans le quartier du Vieux-Moulin. Je pense qu'on va devoir repenser l'espace différemment puisque le quartier a déjà été inondé en 2016. Et donc là, c'est vraiment important, tant au niveau des possibilités de monter des eaux, mais au niveau énergétique, on voit quand même que c'est des bâtiments qui malheureusement ont souffert. On peut se dire que c'est l'occasion, puisqu'il faudra de toute façon les réparer, c'est l'occasion de les rendre énergétiquement neutres. On le voit, on est en pleine phase d'explosion des prix de l'énergie. Le PS se bat pour qu'on puisse aider les gens, soit en baisser la TVA, soit en faisant une réduction immédiate sur facture, parce que beaucoup de gens n'y arrivent plus aujourd'hui. J'espère qu'on aura très vite une solution. Mais en attendant, la meilleure des solutions, c'est de faire en sorte qu'on consomme le moins possible d'énergie. Et c'est vrai que si on peut en profiter pour rendre tous ces logements passifs, et que parce qu'ils sont parfaitement isolés, parce qu'il y a des panneaux photovoltaïques ou des panneaux thermiques, on puisse avoir de l'énergie gratuite en quelque sorte. Ce serait évidemment une situation idéale. Et alors, on continue peut-être un peu. Dis-nous par où on peut aller ici. On peut aller par là, oui. La rivière. Donc là, on a notre hall omnisport. C'est là que dans un tout premier temps, des personnes ont pu être... Non, dans un premier temps, c'était au centre culturel. Donc on a rapatrié toutes les personnes là-bas et alors vers 19h30 le 14, tout le monde était relogé, soit à la maison de repos qui se trouve en contre-haut, soit chez des proches. Et rapidement on a des privés qui ont ouvert des salles, etc. Donc le logement d'urgence la nuit s'est fait assez rapidement. Ce qui a pris plus de temps, c'est le logement durable, parce qu'on se rend quand même compte, même si on pensait aller très vite au mois de juillet, on se rend quand même compte qu'on en a pour des mois, voire des années avant de reconstruire tout. Oui, ça je pense que c'est un message important, c'est que beaucoup de gens se disent voilà, c'était il y a 6 mois.
mois, oui, c'est il y a 6 mois, mais les dégâts sont tellement colossaux. Déjà, ça a été formidablement dégagé parce qu'il y avait ici un amoncellement de débris qui avaient été emportés par la rivière et déposés un peu partout. Le pont là, on ne savait plus y passer. Il y a un pont qui a été détruit là plus loin. Et donc, on voit ici, la berge a été arrachée aussi. Voilà. Donc il y a déjà énormément de travail qui a été fait, ça se voit. Mais la reconstruction, ça prendra des mois, peut-être des années, effectivement, si certains quartiers doivent être complètement reconfigurés. Et donc avec le hall, ce qui est important à dire, c'est que tous les bâtiments publics, à l'exception du conservatoire, qui est un petit conservatoire, qui n'est pas un conservatoire comme dans une grande ville, ont été totalement sinistrés. Donc on se retrouve aussi dans une vallée avec aucun bâtiment public. Au niveau des associations... Ça veut dire que par exemple, ça ne va pas pouvoir être réparé? Donc ça, c'est le bâtiment qui va pouvoir être réparé. Donc la grande salle du hall va pouvoir être réutilisée d'ici quelques semaines, ce qui est positif puisqu'on a des enfants, on a des adultes qui ne peuvent plus faire de sport sur la commune puisque les terrains de foot ont été touchés, la piste d'athlétisme a été touchée. Donc vraiment tout ce qui est associatif, culturel et sportif a été touché. Et chez nous, l'élément important, tout ce qui est char de carnaval a été touché aussi. Donc le folklore pour nous, pour nous socialistes, ça a toujours été fondamental. Et donc on se retrouve dans une vallée où on ne peut plus pratiquer son sport, il n'y a plus de vie sociale. Il y a plus de vie sociale. On n'est plus dans son lieu de vie, ça veut dire que parfois plus éloigné de l'école, de son lieu de travail, des commerces qu'on a l'habitude de fréquenter. Toute une série de lieux qui sont des lieux de vie sociale, des lieux de contact sont fermés. Et en plus, les règles du coronavirus, ça n'arrange rien. Et donc, c'est vrai que c'est une épreuve, mine de rien, même si on a des conditions matérielles qui permettent de mener une vie à peu près correcte. C'est psychologiquement très, très lourd en termes de santé mentale, en termes de cohésion sociale. Pour la commune, c'est très lourd. En même temps, vas-y. Et c'est le travail maintenant des services communaux, c'est psychologiquement essayer de dire aux gens, voilà, on fait ce qu'il faut avec les pouvoirs publics pour assurer votre sécurité en cas de montée des eaux, même si on voit que ça va prendre le temps, les berges ne sont pas reconstruites, il y a des maisons qui sont vraiment à flanc des berges. On voit ici, les maisons suivantes, là on est à 4-5 mètres du bord de la rivière. Donc c'est compliqué, là c'est vraiment, et leur dire revenez, les commerces réouvrent, on est en train de reconstruire vos lieux de culture, vos lieux sportifs, et donc le but c'est vraiment de leur dire, voilà, il faut revenir dans la ville, parce qu'actuellement c'est une ville fantôme, voilà, ça fait un certain temps qu'on se promène, on ne croise personne, alors qu'avant ici... C'est vrai qu'on croise à peu près, on a croisé 2-3 personnes, mais très alors peu, qu'avant ici, pour arriver d'ici jusqu'à la commune, il me fallait 3 quarts d'heure parce que je rencontrais des gens. Mais ça, c'est le bon côté de la vie d'élu local. C'est de vivre au milieu de ses concitoyens et d'être interpellé au quotidien. On n'a pas besoin des réseaux sociaux pour savoir comment le monde tourne. On rencontre suffisamment de gens qui nous l'expliquent. Mais je pense que c'est essentiel et ça permet de déminer beaucoup de situations directement avec les gens. Et puis de rester tout simplement au fait de ce qu'est la vie de l'ensemble de nos concitoyens et des problèmes qu'ils rencontrent, qui sont parfois des problèmes politiques, souvent des problèmes personnels aussi dont ils nous parlent, et on est là aussi pour... Et ici, ce qui ressort vraiment, c'est le fait que tous les citoyens, aujourd'hui à la Bourg, qui ont été sinistrés, sont plus précarisés que le 13 juillet. Et ça, c'est vraiment un message important. Le pensionné, le couple qui a sa boulangerie, la famille monoparentale, le jeune couple qui vient d'acheter sa maison, toutes les questions sont dans leur tête, à savoir est-ce qu'on pourra réintégrer notre maison parce que les assurances ne prendront pas tout en charge, donc on va peut-être devoir emprunter. Actuellement, on paye un prêt pour une maison qu'on n'occupe pas et un loyer pour un appartement qu'on occupe. Et donc, c'est vraiment un message important de dire que nous, au PS, on sait que tout le monde a été touché, que tout le monde a des difficultés et qu'on essaye de répondre à tout le monde. On s'est battu, il faut le dire quand même, pour que les indemnités d'assurance soient bien au-delà des plafonds qui avaient été prévus. On s'est battu aussi, c'était un débat, c'était pas évident, même d'un point de vue philosophique, mais de se dire que les gens qui n'étaient pas en règle d'assurance devaient aussi être indemnisés, parce qu'en tout cas jusqu'à un certain niveau, sinon certains se seraient retrouvés tout simplement dans la misère la plus absolue. Mais malgré ça, effectivement, il y a cette difficulté sociale qui s'ajoute au drame humain que ça représente d'avoir tout perdu, parce que on pense à la maison et on pense à ses souvenirs, on pense à tout ce qu'on a dans une maison qui a été perdu. Je pense que c'est ton cas aussi. Ah oui, c'est compliqué. C'est des tranches de vie qui sont on a toute sa vie touchées. Qui est sur le seuil en une nuit, et ça c'est compliqué. Plus aucune photo, puisque les photos en général sont au rez-de-chaussée, donc plus aucune photo, plus aucun album photo. Et c'est vrai que je l'ai dit, et la plupart des journalistes, c'est toute sa vie qui se retrouve sur un trottoir en une journée en fait. Et ça c'est très compliqué quand on rentre chez soi et qu'on a tout le trottoir envahi. Maintenant le point positif, en tout cas à la Bourg, c'est que la solidarité s'est vite mise en place. Et donc dès le vendredi... Ça a été vraiment un élan extraordinaire. D'un peu partout, on a organisé nous aussi. Toutes les fédérations ont envoyé des
des militants. Bon, on n'a pas fait, contrairement à d'autres, de la publicité en se mettant en scène sur les réseaux sociaux pour montrer que ce n'était pas le but. Mais il y a eu une mobilisation extraordinaire. Il y a eu un député, on va le citer, du coin, André Frédéric, qui a préparé des centaines de repas pendant des semaines et des semaines. Il a amélioré ses talents culinaires qui étaient déjà excellents. Donc il y a eu une solidarité vraiment formidable un petit peu partout autour de... Et ça, il faut le noter, et ça dépassait les frontières linguistiques, et c'est vraiment oui, il y a beaucoup de Flamands important. aussi qui sont venus, effectivement. Moi, j'étais donné un petit coup de main aussi à Traux, il y avait plein de Flamands qui étaient là. Et ils viennent toujours actuellement faire des repas, amener des meubles, donc c'est le point positif. J'ai croisé des jeunes de Saint-Josse qui étaient venus préparer des repas aussi pour ceux qui travaillaient, qui aidaient à évacuer. Donc il y a une solidarité vraiment formidable. Mais bon, voilà, heureusement qu'il y a ça quand même pour tenir aussi et pour tenir bon dans ces situations. Là, on est toujours au bord de la Veste. Il y a des mouettes dans la Veste, c'est marrant ça. Et donc ici, il y avait une passerelle qui reliait les deux berges piétonnes, donc qui a été emportée par l'eau. Et là, on voit des maisons qui sont vraiment, mais même pas à distance. Ah non, qui sont vraiment on a beaucoup de maisons qui sont en bord de Vesdre et d'autres qui sont vraiment à proximité. Alors on le voit, derrière nous, il y a des choses qui ne sont plus là et qui ont été complètement démolies. Ouais. Et donc, en même temps, c'est des très belles communes parce que c'est des régions ouvrières historiques. On est dans la vallée du textile depuis, je sais pas, le XVIIe siècle, à peu près au moins. Grâce à la force de l'eau, j'ai appris ça parce que je ne savais pas pendant les inondations, mais la Veste, ce n'est même pas une rivière, c'est un torrent. Elle est classée comme torrent tellement elle est vigoureuse et forte. Et c'est cette force qui avait amené tout le développement industriel et donc l'arrivée des populations autour de la rivière. Et donc forcément, c'est quand même encore aussi toujours des quartiers populaires, des quartiers ouvriers. Et c'est eux qui ont été les premiers touchés par ces inondations. Ça nous ramène à cette question sociale au cœur des enjeux environnementaux. Et donc, avant la Vesdre, c'était positif d'habiter en bord de Vesdre, il y a de le dire. Et maintenant, c'est vrai que les gens ont peur de revenir habiter en bord de Vesdre, alors que même nous, dans notre volonté politique, c'était d'utiliser la Vesdre pour produire de l'énergie. C'est vraiment, l'eau pour nous, c'était l'or bleu. Et aujourd'hui, c'est devenu totalement c'est une différent. Énergie inépuisable, mais en même temps, ça nous rappelle que les rivières, elles ont été canalisées. Pour des raisons industrielles, mais à un moment donné, elles essayent de reprendre leurs droits, de reprendre leur espace naturel. Et c'est ça qui donne ces débordements et tous les drames humains qui en Et donc ça nous rappelle qu'on doit respecter notre nature, puisque de toute façon, elle est plus forte que nous et quand elle veut... Voilà. C'est une grande leçon d'humilité. Oui, nous ne sommes qu'un animal parmi d'autres sur cette planète et chacun y a sa place. Et on doit, quand on occupe l'espace, plus en tenir compte que c'était le cas dans le passé et tenir compte des risques de ces aléas d'inondation, des risques de sécheresse aussi, parce que c'est de sécheresse et de canicule. C'est de plus en plus l'été, on a parfois des températures dramatiques. Et dans les villes, alors un peu moins dans les zones où on a encore beaucoup de présence naturelle comme ici, mais dans les villes, comme chez moi à Charleroi, il y a des endroits où tout est minéral. On a mis du béton partout pour pouvoir caser des voitures. Et donc il fait une température épouvantable en pleine canicule. Mais on doit là aussi recréer des îlots de fraîcheur, réorganiser ces centres-villes pour qu'on retrouve cette présence de la nature et aussi tous les équilibres. On va aller retrouver un autre camarade qui a lui aussi été très très durement touché par les inondations dans sa commune et qui en plus, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du boulot, puisque c'est notre camarade Pierre-Yves Dermagne qui est vice-premier ministre, donc c'est notre tête de pont au gouvernement fédéral, c'est lui qui porte tous nos combats pour plus de justice sociale au gouvernement fédéral. Salut Pierre-Yves. Mais en plus, je disais, non seulement tu es notre tête de pont au gouvernement fédéral et ça te fait des journées épouvantables qui commencent très tôt, qui finissent très tard, mais en plus dans ta commune où tu es bourgmestre, empêché évidemment puisque tu es au gouvernement, mais enfin c'est quand même vers le bourgmestre qu'ils ont élu que les citoyens se retournent, à Rochefort donc, dans l'arrondissement de Dinan-Philippeville. Tu as aussi été très 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 touché et tu as dû jongler avec des journées où il fallait à la fois être sur le terrain pour aider les gens, et en même temps être au gouvernement à continuer à mener le travail pour défendre nos valeurs et nos principes. Ça a dû être... Je crois que tu n'oublieras pas de sitôt l'année 2021. Non, effectivement, ça a été une période éreintante, difficile, mais heureusement, moi, contrairement à Valérie, je n'ai pas été personnellement touché. J'ai des amis, des proches, de la famille qui ont été inondés, mais j'ai eu la chance que ma maison ne le soit pas. Et donc, contrairement à elle, moi, je n'étais pas les pieds dans l'eau.
Mais effectivement, on a dû jongler, on s'est beaucoup téléphoné. On s'est vu On aussi. s'est vu Ça, c'est beau, c'est la solidarité. Moi, je vous ai souvent au téléphone, mais je sais que les élus socialistes se parlent beaucoup entre eux, échangent, se soutiennent moralement, échangent leur expérience, se donnent des trucs, etc. Et c'est aussi cette solidarité entre nous aussi qui est quelque chose qui fait... C'est la force qui du fait Parti qu'on tient, socialiste quoi. qui fait... je pense que c'est effectivement le partage d'expériences, de connaissances, les coups de main aussi qui ont été donnés. Moi, à Rochefort, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de la ville de la Louvière, par exemple. Les camarades de la Louvière qui sont venus avec le bourgmestre Jacques Gobert, avec les équipes techniques, avec du matériel, avec des citoyens aussi. Ils ont mobilisé vraiment... Ouais, moi, j'ai eu aussi des ouvriers communaux Carolo qui sont venus spontanément me dire écoutez, c'est le bourgmestre, on ne peut pas rester comme ça les bras croisés. Alors, il y a eu quelques communes qui ont été un peu touchées tout près de chez nous. J'avais tout de suite proposé Zoprel, etc. Mais c'était des dégâts infiniment inférieurs à ce qu'on a connu aussi ici. Et donc, ils sont venus très volontiers aussi. Et on a prêté, bien sûr, tout le matériel communal. Et ils ont été travaillés en étant payés par la commune ou en étant bénévoles certains jours dans des communes toutes proches, ici à Liège et tout au long de la vallée de la Et ça a Vergne. vraiment fait chaud au cœur à la population. Il y a encore, on prévoit d'ailleurs des moments de convivialité pour remercier tous les bénévoles qui sont venus, toutes les communes qui nous ont aidés directement, indirectement. Ça a vraiment été un élan de solidarité. Ouais. Mais tu l'as vécu aussi. Hein. Ah oui, les communes, c'est vrai que nous, on a eu des députés qui sont venus dans la cellule de crise pour essayer de répondre au téléphone. Donc c'est vrai qu'on a eu une solidarité immense et ça, il ne faut pas non plus l'oublier parce qu'on dit toujours que l'être humain est égoïste. Mais au fond de lui, je pense qu'il y a L'être humain est beaucoup capable du pire, Voilà. mais aussi du meilleur, Voilà. heureusement. Et tout le travail des socialistes, c'est de faire en sorte de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. Et cet instinct de solidarité qui existe aussi. C'est vrai, et on l'a vu. Et ça a été, je pense, ça a fait chaud au cœur à tout le monde. Ça a vraiment été un moment qui nous a permis de tenir, toutes et tous, et qui a permis à la population de tenir. Cet élan vraiment de solidarité, de générosité spontanée. Alors on le sait aussi en tant que socialiste, ce qui est important, c'est qu'elle soit structurelle, cette solidarité. Et ça passe par des services publics forts, présents sur Bien le sûr, terrain, ouais. bien financés, par une sécurité sociale qui permet d'avoir ce filet de sécurité. On a d'ailleurs mobilisé pas mal de moyens au niveau du fédéral pour faire en sorte que les entreprises touchées, que les travailleurs touchés par les inondations puissent, par exemple, bénéficier du chômage temporaire, le même qu'on avait utilisé pendant la crise Corona. On l'a fait aussi avec le droit passerelle pour les indépendants. On a vraiment très très rapidement mis en Et il y a eu une place les dispositifs. super collaboration entre toi et Elio et l'ensemble de nos camarades, Christophe à la région Wallonne, sur la question des assurances, par exemple, pour obliger les assureurs à payer plus que le plafond, ils avaient besoin de toi, puisque c'est toi le ministre de l'économie qui est en charge, qui peut un peu strogner les assureurs quand c'est nécessaire. Et donc là aussi, la collaboration a été excellente, avec Elio tous les jours au téléphone, plusieurs fois par jour, doublé par des mails, par des contacts entre nos équipes, nos cabinets. C'est vrai aussi avec Christy, avec Christophe, qui est encore venu il y a 2 jours à Rochefort. Ouais, Christophe est évidemment, puisqu'il est ministre du Logement, donc il est évidemment au cœur des choses, on en parlait tout à l'heure. Tous ces logements, certains vont devoir être démolis malheureusement, d'autres vont devoir être complètement rénovés et c'est l'occasion de les rendre neutres sur le plan énergétique et donc aussi d'aider les locataires à ne pas devoir payer les factures très lourdes qu'ils doivent payer aujourd'hui. Bah tiens, je fais le passage, voilà, c'est l'enjeu maintenant. On est en plein dedans, on va l'obtenir. On va obtenir ou la baisse de la TVA ou une réduction directe sur facture. Il faut de toute façon faire quelque chose, ça c'est absolument nécessaire, tout le monde le sait. On a déjà aidé 1 million de familles en Belgique avec ce qu'on avait porté. L'élargissement du tarif social pour 1 million de ménages en Belgique, on doit prolonger cette mesure-là, c'est absolument essentiel et on doit aller plus loin. On doit aider aussi ceux qui n'ont pas pu être aidés par le tarif social et on en discute dans les heures qui viennent et on doit absolument obtenir c'est une quelque chose. discussion qui est, voilà, c'est pas évident parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais bon, voilà, nous on plaide évidemment pour que les gens qui ont des revenus moyens, on a aidé les gens qui avaient des bas revenus, mais ça suffit pas effectivement. Entre les 20% les plus riches qu'on n'a pas forcément aidés, eux ils peuvent se débrouiller, les 20% les plus pauvres qu'on a déjà aidés, qu'on doit encore aider, entre les deux, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont un salaire, mais qui malgré ça n'arrivent plus à payer des factures d'énergie qui explosent. Alors évidemment que la seule vraie bonne solution à terme, c'est de réduire la consommation d'énergie en isolant les bâtiments, mais bon, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça va prendre du temps, et donc en attendant, on a besoin d'aide immédiate et directe sur la facture. Et donc, les autres, pardon, vas-y. Et donc tu l'as dit, effectivement, il y a des mesures dans le plan de relance ou dans les plans de relance, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau fédéral, pour aider vraiment à la transformation du bâti, faire en sorte qu'il soit plus économe en énergie, mais ça c'est du moyen, c'est du long terme, et on doit agir dans l'urgence, dans les heures, dans les jours qui viennent, pour aider celles et ceux qui ont des difficultés à payer, à faire face à l'explosion des coûts de l'énergie, de les aider à payer leurs factures et à traverser cette crise énergétique qui devient une crise sociale.
Et donc pour toi 2021, c'est une année qui a été très très chargée par la gestion des inondations à Rochefort et plus largement l'aide au gouvernement wallon sur toute une série de dossiers. Mais au gouvernement fédéral, ça n'a pas chômé non plus. C'est l'année où tu as pu arracher, avec le soutien de nos camarades de la FGTB, et surtout, qui étaient en première ligne, l'augmentation du salaire minimum, toute une série de mesures, on l'a dit, pour l'aide aussi aux victimes de la crise du coronavirus, en plus des victimes des inondations. Puis on a encore pas mal de pain sur la planche en 2022, puisque l'augmentation des pensions à 1 500 €, ça c'est acquis dès l'entrée dans le gouvernement, et donc tous les ans les basses pensions augmentent, les basses allocations elles augmentent aussi, ça veut dire que les gens qui vivent dans des vraies difficultés sociales, comme toujours le Parti Socialiste continue à les défendre et à améliorer leur vie au quotidien. Et puis en plus on a le défi maintenant de l'âge de la pension, de la durée de la carrière, pour lequel les négociations sont commencées, sont pas faciles. Non, effectivement, mais Karine, notre camarade Karine Lallieu le fait vraiment avec toute la force, toute la conviction qu'on lui connaît. Et moi, je ne doute pas qu'on va aboutir dans les prochaines semaines avec vraiment une réforme des pensions qui tienne compte vraiment des difficultés des travailleurs sur le terrain, qui tienne compte aussi du fait que les carrières sont difficiles pour une partie de la population et qu'on puisse apporter une réponse structurelle à cette question des pensions. C'est vrai aussi, tu l'as évoqué avec le salaire minimum. On s'est battu avec nos camarades de la FGTB, des syndicats, pour obtenir une augmentation du salaire minimum. Elle interviendra le 1er avril 2022. Ce n'est pas un poisson. Blague, ouais. Et il faut quand même rappeler que depuis 2008... Et puis c'est une première augmentation, il y aura une série de tranches qui vont suivre. Année après année, le salaire minimum va continuer à augmenter. Il n'avait plus augmenté depuis 2008. Donc c'est vraiment une victoire historique qu'on a pu engranger avec nos camarades de la FGTB. Et c'est un combat à l'origine aussi de la FGTB qui avait plaidé pour le salaire horaire minimum à 14 €. Alors on n'y est pas d'un coup évidemment, mais on progresse vers ces 14 € minimum. Il y aura des indexations en plus d'ici là aussi, parce qu'on défend aussi l'indexation automatique des salaires qui est systématiquement attaquée par la droite et par les patrons. Mais là aussi on tient bon, et comme c'est toi le ministre qui tient les choses en main, ils peuvent toujours courir, ils ne l'auront pas. Ce sera nos passaran pour un saut d'index, pour toucher à l'indexation automatique des salaires et des allocations. On est même parvenu à faire en sorte que ce soit reconnu comme quelque chose de positif par l'Europe. Alors vous savez que l'Europe, c'est pas toujours facile de gagner des combats. On l'a fait sur le salaire minimum avec une proposition de directive qui va faire en sorte qu'on puisse effectivement garantir un salaire minimum partout à travers l'Europe. Et donc ça, c'était vraiment aussi une victoire des socialistes. On l'a porté, on a aidé nos camarades socialistes à travers l'Europe, que ce soit notre camarade Nicolas Schmit, commissaire européen, que ce soit nos camarades espagnols, portugais, italiens. Et donc on voit quand la gauche, quand les socialistes sont au pouvoir, quand ils prennent leurs responsabilités dans les gouvernements, on arrive à faire bouger les choses. Mais c'est effectivement un combat de chaque jour, de chaque instant. Mais c'est une fierté de pouvoir mener ces combats avec l'ensemble des camarades du parti. Voilà, c'est l'occasion de vous remercier tous les deux, de vous féliciter pour le boulot accompli au quotidien, parmi beaucoup d'autres. Donc c'est avec vous deux que je suis aujourd'hui. J'aurais pu être avec des dizaines d'autres de camarades qui sont conseillers communaux de l'action sociale, députés provinciaux, militants simples dans la vie associative, dans l'action commune, toute cette richesse de ces énormes cohortes de militants socialistes qui font la vie de notre parti. Et c'est l'occasion aussi de vous redire à toutes et à tous que je vous souhaite une formidable année 2022. Une année 2022 faite bien sûr du meilleur pour votre santé, pour votre prospérité. Une année 2022 de convivialité, on en a besoin dans ces circonstances aussi dures, de chaleur, de fraternité, d'amour, d'amitié. Profitez de tout ce qui fait la beauté de l'existence, que votre vie soit belle. Et puis, n'oubliez pas aussi de continuer avec l'ensemble de nos camarades à mener ensemble nos combats pour toujours plus de solidarité. Excellente année à toutes et à tous. Et puis, j'espère vraiment, vraiment du fond du cœur, à très, très bientôt, en vrai, sur le terrain, pour se recroiser avec toute la chaleur humaine qui nous est si familière.